Salut tout le monde! Yo! Bienvenue au balado L'Assemblée, saison 2, épisode 2, présenté par Massimo Verrecchia. et Emilio Constanza. Ça fait un grand plaisir de vous retrouver pour ce deuxième épisode de la deuxième saison. C'est un épisode chargé. Beaucoup de choses sont arrivées depuis justement la publication du premier épisode. Et la raison pourquoi ça a pris justement un petit délai avant de voir finalement ce deuxième épisode, c'est pas par manque de motivation. C'est plutôt que on voulait attendre le gros événement de la dernière semaine, soit le Pro Tour, qui faisait son grand retour parmi la gamme d'événements MagicCon qu'il appelait, à Philadelphie exact. du moins. Mais on va pas se mentir, pour une fois, Commander n'était pas de l'avant pour ça. La communauté était là pour le grand retour du Pro Tour, avec des cartes papier, avec une équipe de couverture de Paul Cheon, Marshall Sutcliffe, probablement les deux meilleurs commentateurs, Rich Hagan qui était dans les parages aussi. Tout y était, c'était le retour de la bonne vieille formule qu'on connaissait. Puis honnêtement, les gens étaient là en grand nombre pour regarder. C'est sûr que chacun des deux premières journées, si on veut, parce que c'était quand même sur 3 jours. Jour 1 et 2, les événements ont commencé avec Pioneer, avec Limité. Puis Limité, naturellement, allait avoir un petit peu moins d'auditeurs, tandis que le Pioneer, le stream sur Twitch avait à peu près, je dirais 18 à 20 000 personnes qui regardaient en même temps. Donc la demande était de là pour du Magic compétitif sur papier. Et puis, sans l'ombre de doute, après tout, l'un des grands joueurs de tous les temps. Ouais, mon préféré et favori de la foot, Reed Duke, a remporté le Pro Tour Philadelphie, son premier Pro Tour remporté. C'est quand même impressionnant quand on regarde tout son palmarès. C'est un MTG Hall of Famer et c'était sa première victoire au Pro Tour contre le... Je pense que c'est un nouveau favori de la foule, le Benton Madsen, qui était lui sur Pioneer Selesnya Aura. C'est vraiment comme la finale pour ceux qui l'ont regardé, dont moi et Emilio. C'était assez intéressant, malgré le fait que ça finit 3-0 pour Reed Duke. Reed Duke, qui lui jouait le EZ Creativity. C'est un deck qu'on connaissait un peu en Pioneer, mais le team Channel Fireball ont décidé que c'était, selon eux, et clairement ça a fonctionné, le deck Pioneer. Parce que même dans le top 8, on retrouve son collègue de travail, Gabriel Nassif, qui était sur le même EZ Creativity. Dans le fond, c'est un deck qui est vraiment Blue-Red Control, mais qui a un combo finish. Ça va jouer des cartes comme Fire Prophecy, Impulse, Spell Pierce, Secrets of the Key, mais la namesake card, c'est Indomitable Creativity, qui va faire en sorte que ça va ramener Xenagos, God of Rebels et World Spine Worm sur le battlefield, et 30U, comme on a pu entendre toute la fin de semaine, ce qui allait tuer l'adversaire. Exactement, puis c'est un petit peu différent justement de sa contrepartie en moderne. En moderne, on est habitué à voir créativité être jouée généralement tour 4 pour X étant 1, aller chercher un Archon of Cruelty, ou récemment on a commencé à voir Atraxa. Puis avant, on voyait Serra's Emissary, ou parfois même Racul en game post-sideboard. Cette fois-ci, le plan de match avec la version Pioneer, c'est un tour plus tard. On l'utilise pour 5, et c'est sûr parce que les façons d'avoir des tokens sont un petit peu différentes de Moderne. Je veux dire, Moderne, c'est un deck Run and 6, faisant en sorte qu'on peut aller chercher beaucoup de Basic Land, de Fetch Land, et après ça, juste avoir assez de montagnes pour Dwarven Mine. Ça se fait naturellement. La version Pioneer demande à jouer des spells qui vont produire des tokens. Donc oui, on a pas vraiment joué un spell, mais on a Shark Typhoon. Après ça, on a parlé de Secrets of the Key qui ne fait qu'Investigate et d'autres cartes dans le genre. Mais normalement, ce qu'ils vont utiliser le plus souvent, c'est Big Score qui, pour 4 mana, en instant speed, avec le coût additionnel de jeter une carte de notre main, permet de piger 2 cartes et de faire 2 trésors, qui ensuite vont être les trésors qui vont permettre de payer le 5 mana pour créativité pour 2. Fait que justement d'aller chercher les 2 cartes et de X2. On parle un petit peu de Benton Madsen, un deck un petit peu moins familier de la full Pioneer. Ouais, ben dans le fond, c'est un deck qui était plus populaire en moderne qu'on appelait Boggles autrefois et encore aujourd'hui, mais en Pioneer, ça a seulement accès à un des 2 playsets des 1-1 X-Proof en Glades Covered Scout, qui, comme j'ai dit, est une 1-1 X-Proof, et ça va jouer d'autres créatures comme Generous Visitor, la nouvelle Skelf Defector Might, Light Paws Emperors et SRAM, bien connu. Dans le fond, c'est un deck qui va jouer 24 enchantements, 17 créatures, et qui a un game plan, c'est d'attacher des enchantements sur ces créatures afin d'attaquer et de tuer l'adversaire le plus rapidement possible. Mais comme on a pu voir en finale, c'est un deck qui mise un peu trop sur son seul playset de Hexproof Creature,
Et je pense que Bateson a mulligan à 4 les 2 dernières games. Ça a vraiment fait mal, on a pu voir. Exactement, mais pourtant, dans tous les autres matchs, parce qu'il est arrivé assez souvent sur, si on veut, sur la scène Twitch, je veux dire, à la première journée, il a terminé 8 victoires. 8-0, ouais. Exactement, 8-0. Faisant en sorte qu'on l'a vu assez souvent. Et j'ai l'impression que chaque match, mis à part la finale, Game 1, Tour 1, Glade Cover Scout, et c'est même quelque chose que je voyais justement le chat Twitch en parler en long et en large, que oui, en effet, ça mise beaucoup sur le fait d'avoir Glade Cover Scout, et ce qui fait en sorte que justement le deck fonctionne un petit peu moins bien. Ça s'est tout de même rendu là. Il y avait un autre deck, Orza Vora, qui était 5-1 à un certain point pendant la journée. C'est des decks qu'on voit moins. C'était des decks qui étaient tier 1. Dans le temps que l'Urus était encore légal en Pioneer. Il y a même un Challenger deck qui est sorti de ça il n'y a pas si longtemps de ça. Mais la perte de l'Urus a fait mal à la liste. Donc, on avait beaucoup de monde qui était là au Pro Tour et bon, justement, variété de decks qui étaient là. Mais on a un petit aperçu pour vous de la metagame présent au Pro Tour si ça tente de prendre un peu le relais pour ça. Ouais, ben dans le fond, bien évidemment, le deck le plus populaire, c'est Rakdos Midrange, suivi de tout près de Monogreen Devotion qui a vraiment eu un mauvais week-end. Aucune place dans le top 8, aucune place dans le top 16 si je ne m'abuse, mais il faudrait qu'on ait vérifié. Pour ce qui est du troisième deck, Grul Véhicule, suivi de Lotus Field Combo et Mono White Human. Le reste, la méta se diverse un peu entre Azorius Control, EZ Creativity, Rakdos Sacrifice, qui j'avais pas vu depuis un bon bout. Moi, c'était tout le temps du Rakdos Midrange. Et les 2 derniers étant EZ Phoenix et Selesnya Angels. Notons aussi que parmi le breakdown, si on veut, de la méta, il y a à peu près tout près de 20% des decks soumis qui sont considérés comme étant des archétypes autres, ce qui inclut Spirit, qu'on voit beaucoup moins désormais en Pioneer. Puis oui, t'en as parlé, Monogreen Midrange, Monogreen Dévotion, qui a connu un exécrable week-end. Pareil pour Grul Véhicule, qui malheureusement me rend un peu triste parce que, je veux dire, Grul, c'est ma guilde préférée. Si je peux jouer Grul dans un format, je vais le faire, je vais le forcer. Mais là, de voir un deck Grul qui est considéré tiers 1.5-ish, parmi les decks les plus populaires du moins, et ne pas avoir de place dans le top 8, c'était assez rough. Même pour ce qui est de Rakdos Midrange, une copie dans le top 8 de Shota Yasuoka qui, on va se le dire, a été incroyable toute la fin de semaine. Je veux dire, c'était un ordinateur, la façon de laquelle il jouait contre ses adversaires. Somme toute, c'était super le fun de enfin retrouver du Magic sur papier. Bon, suite au Pro Tour, Wizards ont commencé à sortir quelques spoilers justement pour le prochain set March of the Machines. Et bon, on a quelque chose d'un peu spécial qui arrive avec ça. Je sais pas si tu as vu un petit peu pour quelques cartes qui ont été sorties. Ben, je sais qu'il y a le Masterpiece de Ragavan qui a été designé encore une fois par Magali Villeneuve. Ben, plus designé, je dirais plus que c'est elle le côté artistique. Masterpiece qui était autrefois populaire, je me souviens plus dans quel set. Kaladesh. Kaladesh, merci. Ça va faire un retour dans March of the Machine. Et d'autres cartes comme Talia et Gitrog Monster, que ça, je m'attendais jamais à avoir une carte de ce genre-là à Magic. Je sais pas si toi, tu as trouvé d'autres choses de March of the Machines. Oui, c'est ça, justement. Je sais qu'il va y avoir une combinaison de Yargle et une autre carte qui va être une 18-6. Il y a une autre carte avec Galta. Mais je pense que c'est un peu aussi l'essence de March of the Machines aussi. C'est la conquête des Phyrexians de l'univers entier de Magic, comme l'a proposé la bande-annonce qui est sortie justement en fin de semaine. Et donc, on va avoir un petit peu de créatures, peut-être de Planeswalker, des combinaisons pour combattre l'invasion Phyrexian, j'assume. Et en plus de ça, justement, le Ragavan, on disait oui, est un masterpiece parce que Ragavan est l'animal de Karizev, qui est une carte sortie dans Aether Revolt, si je dis pas de bêtises, mais qui est de l'univers de Kaladesh. Mais une autre carte qui avait été spoilée, c'était Atraxa, celle qui était sortie dans les decks Commander. Elle va avoir une version à la Streets of New Capenna, comme on a vu, noire avec des bordures dorées. Donc, je pense que c'est pas faute d'assumer que chaque carte aura une version, si on veut, alternative correspondant à la version que ce set-là a eu. Si ça peut faire un petit peu de sens ce que je dis là-dedans. Par exemple, une autre carte qui va donner un petit peu un allure de froid dans le dos des joueurs, naturellement, c'est Omnath Locus of All, qui finalement, Omnath, s'est complété, si on me permet la blague. 5 couleurs, oui c'est ça, 5 couleurs avec la 5e couleur étant Phyrexian ou noir.
Et la bordure alternative qu'on aura sera celle qu'on a vue dans Zendikar Rising, avec des espèces de triangles ou un losange qui vient encadrer la carte. Et on parlait de Thalia et Gitrog Monster. Ils vont aussi avoir un traitement de bordure spécifique à celle qu'on a eu dans les derniers sets Innistrad, donc avec des plantes sur les côtés, avec une bordure un peu spéciale, mais j'ai hâte de voir ça. Ensuite, dernière petite nouvelle qu'on a à vous partager. Comme vous le savez très bien, Magic célèbre en 2023 son 30e anniversaire et ont déjà commencé à sortir quelques produits, quelques événements, certains très controversés tels les proxys à 1000$, tels les événements Magic 30 qu'il y a eu, un peu moins controversés, mais qui a fait un peu les manchettes. Et ben dans la même veine de ça, pour essayer de célébrer, d'élargir le nom de Magic, ben Wizards sont arrivés avec une collaboration avec Lovesac. Lovesac est une compagnie qui produit des beanbags. Donc les deux compagnies se sont entendues pour créer un produit célébrant les 30 années de Magic. C'est un beanbag, comme je l'ai dit, avec des cartes Magic imprimées dessus, là. Donc, c'est pas littéralement des cartes qu'on imprime. Là. Combien il se vend déjà? Par la maudite somme de 975$. C'est possible d'avoir ça, mais, écoute, il donne une booster box Phyrexia All Will Be One. Quand même. C'est comme, j'imagine en payant ça, c'est 975$ US, faisant en sorte qu'on te rajoute un produit qui est à peu près 120 à 130$ US en ce moment. En tout cas, je sais pas pour toi, mais moi, ça m'intéresse pas. Moi non plus. Parfait. Bon, écoutez, c'est tout ce qu'on a pour les nouvelles pour vous. On va prendre une petite pause et au retour de la pause, on vous amène la 5-0 Dump List ainsi que les decks de la semaine. Et on est de retour de la pause au balado l'Assemblée. Petite mention que le balado, maintenant, on essaie d'étendre un petit peu, si on veut, où est-ce qu'on va le publier. Là, vous l'écoutez sûrement sur YouTube. Vous avez très sûrement écouté le premier épisode sur YouTube parce que c'est la seule place qu'on l'a publié. Mais désormais, on est capable de publier sur Apple Podcast. Donc, si jamais vous êtes encore sur YouTube et vous voulez l'écouter on the go, ça va être désormais possible sur Apple Podcast et peut-être d'autres plateformes dans le futur. On travaille là-dessus. Alors, la 5-0 Dump List, mon petit coup de cœur. Le premier deck que je vous apporte, encore une fois, c'est du moderne, un peu comme chaque deck. T'sais, on n'a pas le choix, là. Moderne, c'est notre format favori. Ouais. C'est sûr qu'on va avoir un petit billet vers ce format-là. Et ayant un pool de cartes très large, c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui vont s'amuser à brew un petit peu des decks. Alors, la première liste que j'ai à vous proposer est une liste 4 couleurs, soit tout sauf du noir. C'est une liste ressemblant un peu à un deck Maverick, quelque chose qu'on voyait plus souvent dans les débuts du format moderne, et quelquefois en Legacy. Cependant, il n'y a pas de Green Sun Zenith dans la liste. Mais ça reste une liste qui utilise les Hierarchs, soit Ignoble et Noble Hierarch. La liste étant quand même centrée vers des créatures, va jouer Ragavan. Tant qu'à être centré sur des créatures, on va jouer Thalia, Guardian of Turbin, parce qu'on n'a pas beaucoup de non-creatures dans le deck. Et ensuite de ça, les fameux élémentaux. On a Endurance, on a Furie et on a Solitude. Cependant, on a quelques additions un petit peu spéciales dans le deck. Étant un deck 4 couleurs, on se dit que peut-être que le deck serait propice à perdre à Blood Moon. Ben non, la liste joue 3 Magus of the Moon dans le main board et elle joue en plus de ça 4 plaines et 4 forêts parmi la mana base et sans oublier de mentionner quand même que les Hierarchs vont flotter un peu de la mana de la couleur qu'on souhaite pas mal dans le deck et Ragavan en tant que tel fait des trésors, donc c'est plus un problème rendu là. Outre ça, on a une carte de standard en Fleetfoot Dancer qui est une carte qui va coûter un mana gris, ainsi que rouge, blanc et vert. C'est une 4-4, pour 4 techniquement, qui a Trample, Lifelink, Haste. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Et après ça, on utilise la fameuse Elesh Norn dans la liste. Donc, tant qu'à y avoir les élémentaux, donc 4 Furie, 4 Solitude et 2 Endurance, Elesh Norn va faire qu'on va doubler ces effets-là. Bon, on s'entend qu'avec Endurance, j'assume plus tard dans la joute, on veut récupérer nos cartes ou peu importe. Mais ce qui est bien, c'est avec justement Furie et Solitude qui permettent de faire théoriquement soit 8 ou
exiler 2 créatures, donc 2 Swords to Plowshares. Ce qui est franchement fantastique. Ou sinon, au pire, ça peut juste se pitcher. Sinon, on joue des Planeswalkers, Red and 6, pourquoi pas. Et après ça, on a Ajani Sleeper Agent, qui est une carte de Dominaria United, qu'on voit pas souvent, qui est un Planeswalker qui commence avec 4 de loyauté, sauf qu'on peut payer de la mana Phyrexian pour réduire son coût, faisant en sorte que il arriverait avec 2 loyalty counter de moins. Donc si on était pour le jouer tour 3, ou tour 2 si on a des Hierarchs, il arriverait avec 2 loyalty counter on it. Dans le fond, ça a une habilité +1 de révéler la première carte du deck. Si c'est une créature ou un Planeswalker, on le met dans la main. Sinon, on la met en dessous. Donc c'est une façon un peu, si on veut, de scry, de filtrer. Je veux dire, on veut des créatures. Après ça, son -3, distribue 3 +1/+1 parmi 3 créatures. Puis ils vont avoir vigilance jusqu'à la fin du tour. Pourquoi pas. Et ensuite, son -6, une emblème avec n'importe quand qu'on va jouer une créature ou un Planeswalker, l'adversaire va avoir 2 Poison Counter. C'est cute. Je ne sais pas si on va arriver jusque-là. Alors, ça, c'est le premier deck 5O de la Domplist. Massimo, qu'avais-tu à nous partager? Moi, de mon côté, je me suis penché du côté Mardu mid-range dans le fond, mais quand on regarde la liste, on réalise que c'est plus Mardu Scam. Scam qui, justement, va jouer les cartes comme Fury, Grief, Seasonal Powermancer et Doughty Voidwalker et Ragavan, et qui vont vouloir doubler l'effet du ETB, du Fury ou du Grief avec des cartes comme Feign Death ou Undying Malice. Mais le splash de blanc, ce qui est quand même rare dans les decks scam, c'est avec le Planeswalker Nairi des Unforgiving qui vient de Phyrexia All Will Be One. Dans le fond, c'est un Planeswalker qui, avec ses 3 habilités, vont pouvoir grandement aider le deck scam, que ce soit du côté mid-range ou le côté combo du deck. Évidemment, le blanc va permettre des cartes de sideboard comme Prismatic Ending ou Wear Tear. Toi, ton autre deck, si je ne m'abuse, ça c'est un de tes préférés en Niv-Mizzet, hein, c'est ça? Ah bah oui, moi je suis un grand fan de Niv-Mizzet, mais pas celui-là par contre. Moi je suis plus un fan de Niv-Mizzet Parun, non pas Niv-Mizzet 5 couleurs. Mais c'est quelque chose qui est super intéressant, je veux dire, c'est cool quand même de revoir du Niv-Mizzet malgré Atraxa qui commence à voir un peu plus de jeu et qui fait une habilité relativement similaire, mais un peu plus puissante. Mais oui, les decks 5 couleurs Niv-Mizzet qui sont très populaires, je veux dire. Mentionnons aussi que c'est du côté Pioneer, donc en plus de ça, c'est un peu plus rare, mais le deck joue Yorion, donc bon, c'est free. Et c'est surtout qu'on n'a pas de Fetchland, on n'a pas de Ren 6, mais ça manage quand même. Ça joue bien sûr Sylvan Caryatid qui permet d'ajouter de la mana de n'importe quelle couleur. Et puis sinon, on a quelques cartes qui ressortent très souvent de l'archétype, justement 5 couleurs, Niv-Mizzet, Yorion Control, donc oui, on a Niv-Mizzet Reborn qui, quand rentre en jeu, permet de regarder les 10 premières cartes et pour chaque paire de couleurs, on les révèle, on les met dans nos mains. Donc parfois, ça va être un Draw 4, Draw 5 parmi 10 cartes. On va retrouver bien sûr Omnath, Locus of Creation et Valky, God of Lies, parce que le deck, encore une fois, pour avoir Niv-Mizzet, on veut avoir nos couleurs et tout ça, bah, ça joue Bring to Light, donc les classiques qu'on voit souvent, et tant qu'à jouer 5 couleurs, ben, les Line Binding, et tant qu'à faire fixer la couleur aussi, nos Draw avec Fable of the Mirror Breaker, et cet amalgame de cartes-là. Sauf qu'on a quelques affaires qu'on ne voyait pas originalement, et quelques-unes d'entre elles sont des nouvelles additions, telles que Kaito Dancing Shadow, qui est un nouveau Planeswalker de Phyrexia All Will Be One, pour 4 mana, qui commence avec 3 compteurs de loyauté dessus. Comparativement à ses compatriotes Planeswalker, Kaito n'a pas été complété, faisant en sorte qu'il n'y a pas de coût alternatif pour l'avoir pour 2 points de vie. Cependant, il a une habilité statique qui lit. N'importe quand que une créature ou plus fait du combat damage à un joueur, je peux les retourner à la main. Puis si je le fais, ben, je peux activer 2 habilités de Kaito au lieu de le faire juste une fois durant mon tour. Ces habilités, on a un +1 qui permet à une créature de ne pas pouvoir attaquer ni bloquer jusqu'à son prochain tour. Ça a un 0, pige une carte, donc parfois j'imagine ça peut être piger 2 cartes. Ensuite de ça, on a un -2 qui permet de créer un drone artefact 2/2 token, bien sûr, avec Death Touch. Et quand il va quitter le battlefield, chaque adversaire va perdre 2 points de vie, alors que nous autres, on va en gagner 2. Donc, c'est assez versatile comme carte. Cependant, à 4 mana, c'est un peu plus dispendieux, mais on a justement des façons de l'accélérer en jeu, telles que justement Sylvan Caryatid et Bring to Light, qui peut directement l'amener en jeu. On a d'autres cartes aussi qu'on voit peu souvent. On a Wandering Mind, qui est une carte de Crimson Vow, qui
coûte bleu, rouge et un colorless qui vole et permet aussi de regarder 6 cartes et on peut révéler un non-creature ou un non-land parmi ces cartes-là et les mettre dans notre main. Ensuite, nous avons Selfless Glyph Weaver, qui est une carte aussi de Strixhaven qui permet simplement d'être sacrifié pour donner indestructible à nos créatures jusqu'à la fin du tour. Et aussi un côté verso, qui est un sorcery qui permet de choisir une créature ou un planeswalker et détruire le restant du board. Donc ça, j'imagine que c'est une target de Bring to Light, parce que Bring to Light, bizarrement, c'est pas comme Cascade, non, que quand on le fait, on peut vraiment aller de l'autre bord. Et on a une nouvelle carte, encore une fois, de Phyrexia All Will Be One en Glissa Sunslayer, qui est une 3-3 pour 3 vert, noir et un gris. Avec First Strike Dead Touch, quand elle fait du combat damage à un joueur, on peut piger une carte, piger un point de vie, qui est franchement très bon. On peut détruire un enchantement très versatile, donc une carte qu'on peut garder dans le deck après Game 1. Et sinon, on peut enlever jusqu'à 3 compteurs d'un permanent. Avec Phyrexia, on avait des Oil Counters, mais tu sais, ça s'applique aussi sur des +1 counters, ça s'applique sur bien des affaires. Mais bon, ça c'est pour Pioneer. On vous amène un petit peu les decks de la semaine. On a un petit peu des revenants. On a peut-être une façon de jouer un certain deck dans un autre format. Bref, voyons voir. Avec le premier deck de la semaine que tu nous apportes, c'est du standard. Ouais, c'est du standard et quand j'ai vu ces deux couleurs-là, je savais que je devais en parler. C'est du green-black, du bon vieux mid-range. Dans le fond, c'est une liste qui a fini 28e au dernier Standard Challenge. C'est une liste green-black mid-range qui va jouer des creature spells, des removal spells. Ça va interagir avec l'adversaire de façon fair. Et quand j'ai regardé cette decklist-là, tu l'as mentionné, moi la carte qui m'a marqué, c'est Glissa Sunslayer. C'est vraiment une carte qui scream Durock dans un sens, parce que ça l'attaque de 3, ce qui est quand même des stats relativement acceptables, mais du card draw, du removal spell attaché à cette carte-là, excusez-moi, c'est une des raisons pourquoi j'ai choisi ce deck-là. Toi, tu Pioneer, dans le fond, t'as vu un de nos chers Québécois ramener une belle victoire. Ouais, exactement, ça commence à dater un petit peu, mais il y a quand même mention à en parler. Oui, c'est Pascal Ménard qui est justement un joueur pro chevronné provenant du Québec qui a joué un tournoi qualificatif Pioneer et apparemment, bon, la liste a été concoctée pas longtemps avant le tournoi, un petit peu dernière minute, mais c'est une liste assez intéressante. C'est un deck mono blanc, sauf que ce n'est pas un deck mono blanc humain comme on est habitué de le voir en Pioneer. Au contraire, c'est un deck mono blanc avec des chats. T'as mentionné sur Twitter, pas sur Twitter, excuse-moi, mais sur notre Facebook et notre Instagram plus tôt cette semaine qu'on allait parler de Sacred Cat. Ben, c'est parce que c'est une liste qui joue justement Sacred Cat. Le restant de la liste, c'est quelque chose qui va ressembler à la contrepartie moderne de Mono Blanc Hammer Time. Donc oui, on va avoir Sigarda's Aid qui est légal en Pioneer et on aura Colossus Hammer qui l'est aussi, qui est une carte de, je pense, M20 ou M19. Et on aura bien sûr Shadow Spear et d'autres petits équipements qu'on va racheter dans le deck. On a rajouté des nouvelles cartes, justement, de Phyrexia All Will Be One, tel Kemba K-Enduring, qui est pas mal la raison pour laquelle le deck fonctionne. Ça a un peu un effet nerfé de quelque chose comme... j'oublie le nom de la carte. Elle qui attache un enchantement. Elle qui attache un enchantement. Oui. Moi aussi, je pense que c'est core quelque chose, mais je pense que le monde comprenne. Palace quelque chose, là. Bref, le 2 mana pas blanc-blanc qui permet d'attacher des tracks. Des cartes. Ah, Pure Steel Paladin? Pure Steel Paladin. Oui, exact. Voilà, je perds un peu le nom de la carte. Un peu similairement, pas exactement, mais Kemba va coûter 2 mana, c'est une 2-2. Et quand il va rentrer en jeu, ou si un autre chat rentre en jeu, puis mentionnons-le, le deck est composé que de chats, on peut attacher un équipement directement à cette créature-là. Donc, il y a plusieurs effets justement d'avoir des chats, je veux dire. Le deck joue aussi Brimas King of Oreskos, qui quand elle attaque, va faire un autre chat aussi. On a Sacred Cat qui est justement un 1-1 avec Lifelink et qui peut après ça être ramené du graveyard si on l'exile un autre 1-1, mais qui bien sûr a Death Touch aussi. Puis je veux dire, ça va revenir à la même chose, on va attacher un hammer dessus et on va attaquer pour 10. Après ça, on peut peut-être avoir un Shadow Spear, hop, un autre attaque de 12, Trample, Lifelink, un peu similaire à la même façon que
Hammer va justement gagner en fin de game. Je veux dire, Hammer en tant que tel, oui, ça peut avoir des victoires qui vont sortir tour 2 de nulle part. Mais ce qu'on oublie souvent de mentionner avec Hammer Time, c'est que c'est un deck qui est très résilient et c'est un deck aussi qui a beaucoup de late game justement en ayant un gros board de créatures et parfois c'est juste d'attacher des hammers un peu partout qui vont avoir lifelink puis c'est rendu trop. Après ça, on a une nouvelle carte encore une autre carte, excuse-moi, de Phyrexia All Will Be One en Sword of Forge and Frontier, qui est une nouvelle sword. La dernière, si je dis pas de bêtises, qui n'existait pas encore, qui donne protection de rouge et vert, et bien sûr plus 2. Et quand la créature équipée va faire du dégât à un joueur, ben, on va exiler les 2 premières cartes à la Fateless Looting et on a jusqu'à la fin du tour pour les jouer. Notons aussi qu'elle permet de jouer une land de plus durant ce tour. Alors, Pascal Ménard s'est qualifié, a reçu une qualification de championnat régional avec le deck, malgré contre toute attente, et s'est même fait demander de participer à un balado pour venir jaser d'un petit peu de la liste, sauf que il a été bien honnête et a écrit « Ah, c'est gentil, mais pour vrai, il n'y a rien à dire. C'était pas très bon, je ne le recommande pas. » C'est peut-être vrai, je veux dire, j'ai vu aucun autre résultat du deck par après. Littéralement, ça a matière à être dans un 5-0 dump list, mais ça méritait un peu sa partie du segment d'avoir ça. Maintenant, tu nous amènes un petit peu un revenant moderne avec lequel je pense que tu es pas mal habitué. Ouais, dans le fond, moderne, j'ai ramené le deck Mono Red Midrange qui va utiliser le compagnon Obosh, qui est mon compagnon favori, même avant les bans de Lurus et Yorion. C'est une liste qui est vraiment simple, qui est vraiment une stock list dans le monde de Mono Red Obosh. Ça va jouer des Flame Slash, des Ramunap Ruin, des Seasoned Pyromancer, des Fury, des Bone Crusher Giant, tout le tralala dans le fond qui inclut Obosh. On note que le Flame Slash et les reliques sont un playset du main board, et ça c'est dû à la présence de Murktide qui, dans le challenge du 12 février, était présent à 8 reprises. Dans le top 32, il était là 8 fois. Fait que le corps de la méta de ce tournoi-là, c'était Murktide. Fait que c'est vraiment quelque chose à prendre en conséquence quand tu veux builder ton deck. Et là, cette semaine, on a même un deuxième deck en moderne. Ça, je pense que c'est toi qui l'avais noté. J'aimerais ça que tu m'en parles un peu. Ben oui, exactement. Ben moi, je l'ai dit, moi, Gruul, c'est ma combinaison de couleurs favorite. Cependant, plus vers un aspect mid-range, agressif. Celui-là, c'est plus un deck combo. Qu'on commence justement à voir depuis Phyrexia Will Be One. Les gens s'en attendaient un petit peu à voir la nouvelle carte Venerated Rob Priest être utilisée peut-être à fin de combo et non pas seulement à fin de juste jouer dans un deck Infect. Ouais, ben justement, Gruul Infect Storm qui va jouer tout ce qu'on voit dans les decks Storm qui vont rassembler les couleurs vertes et rouges en Abundant Harvest. On va avoir Dragon's Red Chandler, bien sûr Underworld Breach, et bien des façons d'avoir, si on veut, des Storm counter de plus, soit Wild Kentor qui va se sacrifier lui-même pour ajouter de la mana, Summoner's Pact qui va être une façon de gagner, Mishra's Bubble qui est une autre activation gratuite, et je veux dire au final le deck ça remporte en ayant 2 Venerated Rod Priest sur le jeu et gagner avec une carte comme Ground Rift qui va simplement targeter, cibler la Venerated Rod Priest et utiliser après ça la copie pour cibler l'autre Venerated Rod Priest, faisant en sorte que on va avoir au final, ça peut être Storm 6, tu sais, puis du moment qu'on a 2 créatures, ben c'est 12 points de counter qu'on va donner à l'adversaire. Je suis pas un spécialiste de Storm, mais on a un bon ami en MTG Deck Masters, Shameless Plug, qui a fait un petit vidéo, aperçu, ouais, exactement, une couple de vidéos, un petit aperçu du deck. On ne sait pas s'il l'a joué. Je veux dire, on est littéralement plus dans le même pays que lui. Ouais, c'est vrai. On est littéralement plus dans le même pays que lui, mais on a bien hâte de voir si il est capable de mettre des résultats avec ça. Somme toute, on aurait un petit dernier deck pour vous autres. Ouais, ben en Legacy, sans surprise, le deck de la semaine, ben ça reste encore Blue Red Delver, mais la raison pourquoi je l'ai choisi cette semaine, c'est parce que ça joue 3 fois la carte Mercurial Spelldancer, qui pour ceux qui ont oublié c'était quoi, dans le fond c'était une 2-1 pour 2. Elle ne peut pas être bloquée, et à chaque fois que tu vas caster un non-creature spell, tu vas mettre un Oil Counter sur la carte. Et quand ça va faire du combat damage to a player, tu peux retirer 2 Oil Counter sur la carte. Et si tu fais ça, la prochaine fois que tu vas caster un instant ou sorcery, tu vas pouvoir copier le spell et choisir une nouvelle target. Dans le fond, c'est vraiment le reste de la liste. Là. Je peux vous épargner les détails, là, mais c'est des 4 DRC, 4 Murktide, 1 Brazen, 4 Brainstorm. N'importe quel deck de Blue Red Delver en Legacy va jouer ce mainboard-là.
Pour ce qui est du sideboard, encore une fois, End the Festivities, Gravedigger's Cage et d'autres cartes qui sont encore classiques du format Legacy. Exactement, puis justement, Miracle Spell Dancer, on en a parlé la semaine passée, la nouvelle carte qu'on allait commencer peut-être à voir dans les decks Murktide, et puis là, ben justement, on le voit en Legacy avec, dans le deck Izzet Delver, mais même la liste en tant que telle ne joue pas de Delver of Secrets, alors peut-être que c'est un présage à ce qui s'en vient aussi, tel que le deck moderne ne joue plus de Delver of Secrets. Peut-être, est-ce que Legacy aussi pourrait se voir jouer Izzet Delver sans Delver of Secrets? Ça, malheureusement, on n'a pas la réponse pour vous autres. Seulement le temps sera en mesure de nous le dire. Parlant de temps, c'est tout ce que nous avions pour vous autres aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié l'épisode et que vous avez passé un bon moment si vous avez regardé le Pro Tour et que on souhaite vraiment avoir une scène professionnelle aussi excitante que du moins le dernier Pro Tour a pu nous l'indiquer. Anyways, c'est le mot de la fin. Merci à tous. Salut tout le monde. Et à la prochaine.